Épisode 140 du trio économique. Ben oui, on s'est rendu jusque-là, 140 Ouf. épisodes. Yann n'est pas là aujourd'hui. Donc, Yay! j'ai demandé à Joey d'être là. Essentiellement, sa mission, ça va être de regarder un fichier Excel pendant 1 heure et demie de temps et quand Vincent parle, de dire de quoi de pas rapport. Fait que, fait que Yann est là. fait que Yann est là, finalement. Euh, Épisode Q&A aujourd'hui. Donc, les auditeurs qui sont abonnés au Patreon ont pu poser des questions. Donc, depuis la semaine passée, il y avait une publication sur le Patreon, dans le fond, où les gens étaient invités à poser les différentes questions qui se posent au fil des semaines, au fil des sujets. Régulièrement, les gens nous écrivent en privé, qu'est-ce que vous pensez de telle affaire? Puis, malheureusement, à la quantité de messages qu'on reçoit, je finis toujours par oublier c'est quoi que quelqu'un me dit. Puis là, je ne retrouve plus où est le message. Fait que je trouve que c'est la meilleure façon de procéder. On fait une publication, les gens écrivent leurs questions. Puis après, on pige dans le tas. Fait que moi, je dirais à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par les plus vieux commentaires. Donc, dans le fond, ceux qui ont écrit en premier, là, je vois Jean-François, Mario. On ne va pas dire vieux dans le sens que vous êtes vieux. Là. Non, non, c'est ça. Mais là, je vois Jean-François, Mario qui ont écrit dans les premiers. Mais, la première Patreon, ça se dit pas vraiment, mais c'est pas grave. La première membre Patreon à avoir écrit, c'est nul autre que Joanne Marcotte, que vous connaissez bien, qui a posé une question. Fait que Joey, je vais te laisser nous faire part de la question à Joanne, puis après ça, nous autres, on va essayer d'y répondre en moins de 3 heures. Vous disiez de quoi, vous autres? C'est presque. OK, t'es déjà dans le personnage. Ouais, ça fait quasiment 1 minute et demie, je regardais juste là pour que je puisse faire mon truc. Je suis déjà dans. Je suis comme un gars de l'école de théâtre, je suis déjà dans le personnage. Ben oui, ben gars, ça tombe comme ça, on ne fait pas nécessairement de favoritisme, mais la première personne qui a fait le commentaire, j'ai vraiment scrollé dans les questions les plus, les plus récentes, parce que c'est ceux qui ont été qui ont posté en premier, mais donc les plus anciennes. Puis c'est notre chère Joanne Marcotte qui a posé la question suivante via un tweet qu'elle a fait, mais on l'a mis ici. Donc, ça va comme suit. Ma réflexion du jour. Le libéralisme économique n'existe plus dans les offres politiques qui font place de plus en plus au protectionnisme et au nationalisme économique. N'existe pas au Québec ni même aux États-Unis. De plus, la liberté d'expression est victime de multiples lois nationales et supranationales voulant la museler. Les excès de la gauche, du wokisme, de l'immigration aux valeurs incompatibles aux valeurs occidentales annonce un refus global et un virage important reflété dans les sondages et récentes élections. C'est une bonne chose. Mais est-il possible d'avoir une offre politique raisonnable sur le plan culturel tout en assurant un retour au libéralisme économique? J'attends encore de voir, mais pourquoi ai-je l'impression qu'une offre politique combinant conservatisme social, ce qui dans ce cas-ci n'est pas qu'un retour au raisonnable, plus libéralisme économique est si difficile à proposer aux électeurs? Écoute, question assez. Tabarnouche, la question de Joanne n'est pas Ouais. facile. Non, elle n'est pas facile. Ben, je te laisse commencer, Vincent. Ben, mon réflexe, c'est que j'ai pas besoin d'un parti libéral en termes d'idées pour avoir des idées libérales qui sont appliquées. Souvent, c'est comme dans le temps à l'Institut, on soulignait ça quand on prend qui fait les efforts de discipline fiscale, par exemple. C'est souvent des gouvernements de gauche. Puis qui sont les gouvernements dépensiers? C'est souvent des gouvernements de droite. Donc, l'idéologie d'un parti n'est pas super prédictive de qu'est-ce qui va se passer. Beaucoup plus qu'autrement, des fois, le contexte va forcer des mesures de libéralisation, d'une part. Sinon, souvent, autrement, c'est la nécessité de certaines coalitions électorales force un parti à faire des petits trucs libéraux, puis ça vient avec un paquet d'affaires pas super trippant dans le package deal. C'est à peu près comme ça que je vois que tu as des petits progrès libéraux qui peuvent se passer. Mais tu n'en auras pas de parti libéral à moins qu'on fasse ce que je dis tout le temps qu'il faut faire, c'est de donner des lettres de noblesse aux idées libérales, puis de constamment
tapocher sur l'autre bord, puis ben, écoute, comme dirait Yann, envoyez-moi tous les pugilistes de l'Iris. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ce qui est comme implicite dans la question de Joanne, c'est que quand on regarde, par exemple, le cas de la France était assez parlant là-dessus. La France, quand tu regardes à quoi ressemblait son paysage politique pré-Macron, on va dire, c'est que le pouvoir s'alternait en deux formations, une, disons, de centre-droit, l'autre plus de centre-gauche. Donc, le Parti socialiste et les Républicains, AK, UMP, RPR et les 102 000 noms qui se sont donnés par la suite. L'émergence d'un espèce de parti centriste a comme fait éclater cette opposition-là. Puis maintenant, ce que tu as, c'est des offres politiques ben, soit très à gauche, avec le LFI, le Front populaire, ou, tu sais, mettons, quelqu'un même qui est juste au centre, ou plutôt apolitique, se regarde ça et se dit, mon Dieu, mais c'est donc bien radical dans un bar. Et de l'autre bord, des options politiques qui touchent vraiment, on va dire, à droite pour les bienfaits de la conversation, mais disons qu'ils vont assez loin dans l'identitaire, le conservatisme social et autres. Puis ça non plus, j'ai l'impression que ça rejoint pas de majorité dans la population. Fait que, tu sais, comment, elle, ce qu'elle a l'air de dire, c'est comment on revient à des offres politiques comme raisonnables. Tu sais, est-ce que je peux juste Ouais, non, moi, avoir je reviens à l'idée de ce que j'ai dit sur les lettres de noblesse intellectuelle du libéralisme, parce que juste histoire vraiment crunchée des idées libérales, fin du 19e siècle, c'est l'âge d'or pour notre gang. Okay? C'est la période dans ouais. laquelle, même si on n'est pas immensément populaire, le libéralisme n'est pas vu comme une sorte de chose absolument, tu sais, il n'y a pas... il y a une certaine respectabilité à détenir des idées libérales. Première Guerre mondiale, gros choc, montée du communisme. Là, le libéralisme est vraiment en difficulté. Puis jusqu'aux années, à peu près fin des années 50, c'est vraiment dur d'être libéral. C'est super dur d'être libéral. Les gens, dans leur imaginaire, se disent... puis il y a beaucoup d'intellectuels de gauche qui ont essayé d'investir ce discours-là, de dire que le libéralisme, si appliqué, ne peut que générer de l'instabilité, ne peut que générer des crises, et donc ne peut mener à soit le fascisme, l'autoritarisme d'une sorte, ou le communisme. C'est pour ça que tu vas avoir des centristes qui apparaissaient à l'époque qui disaient il faut le middle way, il faut un nouveau capitalisme. Puis ils vont essayer d'établir ça. Mais dans les années 50, en même temps, tu avais Hayek puis d'autres qui disaient il faut qu'on garde les idées en vie. Parce que nos idées, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des prévisions qu'on peut faire, c'est que des systèmes étatiques ne sont pas capables de générer de la richesse aussi bien. Puis éventuellement, il va arriver des situations qui vont nous donner des opportunités de mettre de l'avant nos idées. Et il faut les rafraîchir constamment, les garder prêtes, de garder en vie la flamme des idées libérales. Puis un jour, il va y avoir un contexte où des gens vont les emprunter, mais il faut garder des lettres de noblesse. Pour ça, il faut toujours investir là-dedans. Fait que c'est pour ça que je te dirais, puis qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60? Tu as des places qui stagnent économiquement, tu vois des crises sociales, des crises fiscales commencer à apparaître. Puis là, tu as des gens qui se disent, écoute, on a besoin d'un nouveau cadre d'idées. Et ben, Thatcher adopte des idées qui viennent de l'Institute for Economic Affairs au UK. Tu as aux États-Unis des gens proches de Heritage Foundation qui proposent des idées, justement. C'était plus du conservatisme que du libéralisme, mais les idées étaient prêtes. Ben, c'est ça. La question, c'est qu'il y a... présentement, je ne vois pas de chemin politique, puis je ne suis pas intéressé par le chemin politique parce que ce n'est pas celui que je suis bon à faire, mais d'investir dans les lettres de noblesse du libéralisme, je pense que c'est une des méthodes. Il faut garder les idées en vie, il faut garder des gens qui veulent continuer de les porter, c'est ça. Ben, avant de passer à une prochaine question, je dirais en concluant qu'il ne faut jamais oublier que, en fait, on ne sait pas c'est quoi l'avenir. C'est très difficile en politique de prédire. Rappelez-vous que des gens nous disaient que le Parti québécois allait disparaître aux dernières élections, qu'on allait fermer la porte. Mais là, maintenant, ben, les Québécois seraient prêts à donner un mandat quasiment majoritaire à Paul Saint-Pierre Plamondon. On a été, oui, ben c'est ça, comme dirait une
potentielle, peut-être future ex-candidate démocrate. What can be unburdened by what has been. Et rappelez-vous des vidéos de Jean-François Lisée sur son tableau où il nous expliquait que les libéraux sont au pouvoir pour toujours, à moins qu'on fasse une alliance entre le PQ, QS, Option nationale, la convergence des souverainistes, tout ça. Aujourd'hui, ça c'était en quoi, 2017, 2018? Ouais, Aujourd'hui, il n'y a personne qui voit ne serait-ce que l'aube de la possibilité qu'ils le reprennent, ce pouvoir-là, dont on pensait qu'on pensait qu'il ne pouvait même pas perdre il n'y a pas si longtemps que ça. Fait que, tu sais, To be fair à Vincent, je pense que c'est plus what can be resurrected but what has been dans le cas du PQ. Là. Ouais, c'est ça. Là. Ouais, prochaine question. Ouais. Question numéro 2 de Mario Boily sur Patreon. Merci de ta question. Quel est le niveau d'endettement maximal un pays peut atteindre avant de déposer le bilan? # la Grèce. Ça, il y avait un débat là-dessus quand la Grèce était justement dans cette situation. Puis la question, c'est, okay, en général, là, il y a l'air d'avoir... ça existe trop de dette publique. Puis que trop de dette publique ralentit la croissance économique. Il y a une sous-question là-dedans, c'est est-ce qu'il y a une discontinuité dans les effets à partir d'un certain point? Genre, si c'est rendu que la dette publique, c'est 100% de l'économie, donc que le stock de dette est égal à un flot de revenus de 100% de ton flot de revenus annuel, ben là, est-ce qu'il y a comme un... Est-ce que les effets d'un dollar de dette est encore pire après ce seuil-là que le dollar juste avant? Ça, c'était un débat qui était vraiment fort en 2010, 2013, 2014. Puis honnêtement, j'ai arrêté de le suivre parce que c'était rendu, en anglais, c'est arcane, le mot. C'était difficile d'avoir une conversation sans rentrer dans des détails ultra pointus. Ouais. Puis la conclusion que la dette publique demeure un truc coûteux si t'en as trop, j'étais comme... Il n'y a personne qui s'en ostine. Fait que là, vous êtes en train de vous ostiner sur le sexe des anges à toute fin pratique. Puis, je veux dire... Puis, en fait, c'était même pas s'il y avait l'idée qu'il y a une discontinuité, c'est où est cette discontinuité-là? Parce qu'ils sont tous d'accord pour dire qu'il doit en avoir une à un moment donné où la dette est juste trop lourde, inassumable. La question, c'était, est-ce que c'est autour de 90% du PIB ou 130 ou 140? Je suis comme... Bien, présentement, en fait, dans plusieurs pays, on est rendu là. OK? Fait que même on est rendu même à la partie supérieure du débat. Fait que, honnêtement, là, c'est débattre du sexe des anges, puis cette question-là a arrêté de m'intéresser. J'imagine que l'impact de la dette publique va être différent si tu es dans un pays avec qui a accès à un marché immense, qui a une économie relativement dynamique versus, je sais pas, moi, un petit pays en voie de développement du Moyen-Orient. J'imagine que... Oui, mais c'est sûr que... C'est parce qu'on dit, juste pour compléter, parce qu'on dit, à chaque fois, par exemple, que la ministre Freeland se fait questionner là-dessus dans des points de presse quand elle dépose sa mise à jour budgétaire ou son budget, elle répète tout le temps des trucs du genre « Ouais, mais la dette publique canadienne, c'est pas grave, elle est moins élevée que dans d'autres pays du G7. » Je ne sais pas si c'est vraiment pertinent comme réponse. Je me dis, je sais pas, la force économique du Canada, est-ce qu'elle se compare vraiment à celle des États-Unis? Je sais pas. Là. Je pense pas que c'est sur la force économique parce que c'est plus sur la question de la qualité des institutions. Si les marchés croient les promesses fiscales qui sont faites, ou que c'est genre un endettement incroyable, mais très temporaire, puis qui va être remboursé, ça ne va pas être très coûteux. Ouais. La question, c'est plus, est-ce que le gouvernement est-ce que les promesses gouvernementales sont crédibles? Ben, je peux te dire que le gouvernement de Palestine, s'ils veulent emprunter de l'argent, il n'y a personne qui prend leurs promesses de remboursement au sérieux. Alors que si le Liechtenstein ou le Luxembourg veulent aller emprunter, on les prend un petit peu plus au sérieux s'ils veulent émettre des obligations. Honnêtement, je te dirais que la question, c'est plus, quand je dis le 90 ou le 130 que j'avais vu dans les éléments de débat way back when, c'était toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, on tenait compte de si c'était un gouvernement avec des institutions de merde ou si c'était un pays pauvre ou si c'était une dictature ou si c'était une démocratie libérale. Ils essayaient de tenir compte de tout ça. Puis le chiffre de 90, c'était comme
plus ou moins le chiffre pour les démocraties libérales. Ouais, Honnêtement, ce débat-là, je le trouve plate. Mais parce que ça doit vraiment changer si tu es d'une démocratie libérale versus Ouais. un pays qui est dans une dictature. Là. Tout le monde comprend que si le Venezuela émet des obligations, puis dit à tout le monde, ouais, on va vous rembourser, je ne sais pas jusqu'à quel point tu peux croire la En tout cas, il me semble que c'est un peu à ça que servent les agences de notation aussi. Là, oui, mais il y a aussi le fait que quand un pays fait défaut, il y a un article que j'aime bien d'un gars que j'haïs bien qui dit il y a comme 3 choses que tu peux faire pour éviter la pauvreté extrême comme pays. Le tarsi. Si tu évites ça, tu ne vas pas être pauvre. Tu ne seras pas nécessairement riche, mais tu ne seras pas pauvre. De faire défaut sur ta dette publique. Puis de ne pas aller en guerre avec tes voisins. Si tu fais ces 3 choses-là, tu es comme pour toujours un pays qui ne sera pas pauvre. Ben. Ouais. Moyen, mettons. Là, ouais. C'est comme les 3 choses à éviter. Dans ce cas-ci, faire défaut sur ta dette publique, c'est probablement la pire chose qu'il n'y a pas, mais le Canada et les États-Unis sont pas proches de ça en aucun sens. Ce qui risque de se passer avant, c'est qu'il va y avoir une montée des taux d'intérêt. Puis tu vas avoir des épisodes difficiles de rigueur budgétaire. Mais je ne vois pas comment, dans le moyen long terme, le Canada dirait on fait défaut sur la dette, on refuse de rembourser. Ben, surtout dans un cas de figure où c'est des institutions aussi canadiennes qui détiennent cette dette-là. Là. C'est un fonds de pension qui a des obligations, tout ça. Nous autres, on ne paye plus. Ouais, c'est parce que c'est la retraite du monde qui est là-dedans. Là. Oui, mais quand l'Argentine faisait défaut sur sa dette, les obligations étaient aussi détenues par des Argentins. Oui, mais. Government has no problem fucking its own people over. Oui, effectivement. Il n'y a pas de problème. Yes, prochaine question. Qui vient de Jean-François Brouillette, qui dit « Après le discours de Trump jeudi soir, le fait qu'il va couper les subventions aux automobiles électriques et aussi la fin des subventions Green Woke est la bonne approche. Je fais confiance au génie scientifique pour trouver les solutions et non au gouvernement de forcer les solutions. » Ben écoute, je te dirais que, puis ça c'est, j'ai fait le débat hier avec la chercheure de l'IRIS. C'est important de mettre les air quotes parce que ben, ça veut dire quoi, chercheur, déjà, à base? Ben, écoute, c'était que... À chercher les mots. C'était... mettons ça de côté parce que c'était qu'une série de platitudes génériques que j'ai toujours entendues puis qui ne vont pas vraiment dans la profondeur. Bon, mettons de côté les solutions où l'État essaie de faire quelque chose comme une taxe carbone, tout ça. C'est quoi les solutions que le marché peut faire? Que l'État peut faire pour encourager l'innovation. L'État est mauvais pour choisir les innovateurs. Il est mauvais. Mon seul QED que j'ai besoin, Pierre Fitzgibbon, qui pense choisir les grands innovateurs et qui est le Jim Cramer des investissements au Québec. S'il dit de faire quelque chose, tu ne le fais pas. C'est sûr que ça va être un flop. Je ne sais pas comment il réussit, mais c'est comme... Il réussit toujours à avoir tort. À un moment donné, une horloge brisée devrait avoir raison au moins 2 fois par jour. Même lui, il réussit à briser ça. Ouais, c'est ça. On attend encore le premier grand succès qu'on va se dire, OK, sur ce coup-là, ça a marché. Attends, écoute, il faut bien qu'un accident... Si tu augmentes la taille de l'échantillon, éventuellement, il va y avoir un accident qui va se produire. Je pense que Jim Cramer, comme tu disais avec ton exemple de l'immigration, il a son horloge de poche, puis à la seconde qu'il va bouger une fois de temps en temps, il a peur, il la met à terre, puis il l'écrase. Parce qu'il dit, ça bouge cette affaire-là, ça n'a pas de bon sens. Mais là, une fois que ça c'est dit, je te dirais que si l'État ne peut pas choisir les innovateurs, la question, c'est qu'est-ce qu'il fait pour les bloquer? Puis on fait beaucoup de choses là-dessus, puis on en a parlé plusieurs fois. Un des aspects négatifs de la réglementation, c'est que ça protège les firmes établies, puis ça rend plus difficile l'émergence des startups. Puis si tu regardes qui fait de l'innovation, c'est les startups. Fait que si tu protèges les joueurs bien établis, implicitement, tu es en train de bénéficier les pollueurs. Fait que déréglementer en général, c'est une bonne idée. Parce que tu
enlèves les barrières à l'innovation, puis tu laisses des gens essayer de développer des affaires. Puis des fois, ça n'a même pas. Puis tu voyais que, pour faire référence à ceux qui ont écouté le débat qui est sur. On a mis l'extrait pour le Patreon, mais si vous voulez l'écouter puis vous êtes des abonnés gratuits, allez sur le FM 98.5. Vous trouverez le débat là sur l'émission du midi. La vision qu'ils ont de la technologie, c'est que ça doit être directement lié avec le secteur directement lié aux émissions de gaz à effet de serre pour que ça soit une bonne innovation. Mais ça a zéro besoin d'être lié directement. Par exemple, Uber n'avait pas du tout pour objectif, lorsqu'il a été inventé, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par contre, un des effets de Uber, c'est que ça fait en sorte que la capacité des autos qui étaient inutilisées est devenue utilisée. Il y a moins d'autos en circulation qu'il y en aurait eu autrement. C'est une réduction de la pollution. Puis crois-moi, il n'y avait aucune personne chez Uber qui se disait « Mon but, c'est de sauver la planète. » Zéro. Fait que, l'innovation peut venir d'endroits vraiment inattendus que tu ne peux pas prévoir. Enlever des barrières à l'innovation, une forme de réglementation, c'est une bonne chose. L'autre chose, détaxer. Enlever un paquet de taxes qui enlève les barrières à l'innovation. Le reste, là, c'est des mesures de second ordre qui sont peut-être bonnes, genre comme les conservateurs qui veulent détaxer les voitures usagées. Ça, je pense, c'est une excellente idée. Mais au-delà de ça, les deux mesures que j'ai dit, c'est celles qui lâchent lousse la création de richesse et les solutions qui peuvent justement régler le problème. C'est surtout qu'en plus, moi, je trouve qu'il y a deux points rapides avant qu'on passe à une autre question, mais je trouve qu'il y a comme deux. Il y a deux affaires à dire là-dessus. Il y a un point extrêmement hypocrite parce que, tu sais, on parle des mêmes gouvernements qui ont passé des lois. C'est arrivé en Europe, il y en a eu une au Québec aussi. Au niveau canadien, je ne sais pas, mais il y a eu une loi au Québec sur l'obsolescence programmée, là, où on nous disait qu'il faut lutter contre le fait que des objets encore bons soient mis dans la désuétude parce que des compagnies ont décidé qu'il fallait que vous en achetiez un autre. Après ça, ils taxent les voitures usagées. Pas juste ça. Après ça, ils te disent ta voiture à essence, à partir de telle date, tu ne pourras plus l'utiliser. Il faut que tu la changes pour en acheter une électrique. C'est littéralement de l'obsolescence programmée. Dire à partir de telle date, vos véhicules à essence, non, c'est terminé. Vous devez en acheter des nouveaux électriques. C'est de l'obsolescence politiquement programmée. C'est de l'obsolescence politiquement programmée. Il y a quelque chose d'absurde là-dedans. Là. C'est pour ça qu'il faut qu'on commence à parler de l'écocide de l'étatisme. Oui. L'étatisme, c'est écocidaire. Puis l'autre point, c'est que tu parlais de la planification, mais c'est ça, c'est que je pense qu'il y a une mécompréhension totale de ce que c'est que l'innovation. Pour la plupart des gens qui commentent un peu dans l'optique de celle avec qui tu débattais, c'est qu'ils pensent qu'on peut planifier l'innovation. On peut planifier, parce que, tu sais, par définition, pour employer un terme à la mode, l'innovation, c'est quelque chose qui est disruptif. Là. Ça veut dire que quand tu innoves, quand tu crées quelque chose, là, tu peux pas le planifier. Tu peux pas le planifier, puis tu peux jamais savoir... Sinon, ça serait pas disruptif. C'est ça, puis tu peux jamais savoir ce à quoi ça va mener. De manière, comme dans le germe de l'invention elle-même. C'est pour ça que l'exemple, ce serait, mettons, je sais pas, un téléphone. Est-ce que vous pensez que les gens qui ont inventé les téléphones portables se sont dit « Hey, c'est le fun, un jour, ça va faire une lampe de poche. » Mais non, ils ne pouvaient pas se dire ça. À l'époque, c'était même pas en puissance dans le concept lui-même. Non, la vocation de ça, c'était d'être un téléphone. C'était pas d'être une lampe de poche. C'était pas d'être un cadran. C'était pas d'être un chronomètre. C'était pas d'être un livre. C'était pas d'être un bloc-notes. C'était pas d'être un enregistreur. C'était pas d'être un truc pour aller sur les réseaux sociaux. C'était pas d'être une caméra. C'était pas d'être un appareil photo. C'était rien de tout ça. C'est apparu parce que tu libères un univers de possibles. Mais c'était pas prévu à la base. Là. La bombe atomique avec toute l'industrie de la radiologie médicale. Ça a commencé quelque part. Hein? Oui, effectivement. Mais en même temps, je pense qu'il faudrait. On va dire un truc pour être un peu chiant. Moi, je pense que j'ai le droit de délégitimiser tout écolo qui pense que le nucléaire devrait être interdit. Si tu dis que le nucléaire n'est pas une option qui devrait être mise sur la table, puis que tu dis que ça ne devrait juste pas exister. Pas que la gestion des déchets nucléaires n'est pas un problème, que X, Y, Z. Tous les autres aspects. Si
tu refuses de mettre le nucléaire dans le portefeuille de solutions, tu n'es pas un vrai écologiste. Tu te sers de l'environnement pour quelque chose d'autre qui n'est pas du tout un truc de souci de l'environnement. C'est un souci idéologique. Je m'excuse, là, je ne peux pas comprendre. Ben, on peut comprendre cette réaction-là 3 jours après Tchernobyl, mais pas aujourd'hui. Oui, mais en même temps, écoute, les désastres nucléaires, les plus graves, fait que tu prends toute la liste, tous les quasi-accidents ou les vrais accidents, ce sont tous dans des anciens pays du bloc communiste. Oh, les économies de marché n'ont pas de problème à gérer l'énergie nucléaire. Le pire, tu prends les 2 pires scénarios qu'il y a eu, c'est 3 Mile Island aux États-Unis, dans des économies libérales, c'est 3 Mile Island aux États-Unis et Fukushima au Japon. Au Japon, personne n'est mort. Ils ont juste abandonné une ville, une petite zone. C'était à la faute d'un tsunami aussi, c'était pas parce que le système avait scrappé, c'est ça? Oui, mais les mécanismes que les êtres humains avaient développés autour de ça étaient suffisants pour gérer ça. Puis l'innovation dans le domaine nucléaire est tellement poussée que je ne serais pas surpris que dans 100, 200 ans, l'énergie nucléaire soit tellement sécuritaire qu'on n'y pense même pas au risque d'un meltdown. Parce que présentement, c'est trop dangereux d'envoyer, par exemple, les déchets dans l'espace. Puis tu vas trouver plein d'articles scientifiques qui parlent de pourquoi c'est pas une bonne idée. Puis effectivement, avec les technologies actuelles, c'est pas une bonne idée d'essayer de les envoyer pour des raisons très simples. Si la fusée explose, puis t'en as une coupe. C'est pas une bonne idée, mais éventuellement, il y a peut-être des technologies qu'on ne sait pas qui vont émerger, qui vont rendre possible des choses qu'on ne peut juste pas imaginer. Après SpaceX, il va falloir qu'on invente Space Dump, mais on n'est pas encore rendu là. Non, c'est ça, pas encore. Prochaine question, je pense qu'on est rendu à Étienne. Oui, absolument, c'est ça. Étienne Lessard avec sa question. J'habite dans l'Ouest depuis 2012 et ici, la perception est que les Québécois sont des pleurnichards et c'est pour ça que l'Ouest doit envoyer de l'argent à travers la péréquation pour subvenir à tous les programmes sociaux. Ma question est la suivante. Est-ce que le Québec est à même de subvenir à ses propres besoins? Est-ce que ça passerait par la libéralisation ou l'acceptation d'utiliser les stocks de gaz naturel? J'ai beau dire qu'en fait, c'est un remboursement d'impôts payé, mais ils ne me croient pas. J'ai beau dire que l'Ouest n'a qu'à nous rendre le chemin de fer qu'on a construit pour eux. Ils pensent que c'est les Chinois qui l'ont fait. Référence, puis il met en fait l'épisode de Jordan Peterson qui avait interviewé Daniel Smith de Promised Land for Canada's Future. Ben écoute, tu sais, si tu es moindrement nationaliste, tu vas toujours trouver un truc que les autres tu as fait pour les autres. Puis affaire du chemin de fer pour l'Alberta, c'en est un, mais tu sais. Ouais, ben ça, c'est comme les histoires de péquistes, là, de genre, mais Churchill Fall, on les avait pas vraiment fourrés parce qu'il y avait un autre négocié. OK, on peut toujours remonter au début de la patente pour aller voir si quelqu'un a donné une fourrure contre un miroir. Infinite regression. Ben, c'est ça, mais mettons qu'on parle, mettons qu'on laisse de côté certains aspects historiques ou de débat là-dessus. Est-ce que le Québec est capable de subvenir à ses propres besoins? Je ne sais pas si je poserais la question de même. Là, même si je suis pas sûr que j'aime la prémisse, moi non plus. Mais je pense que ça veut dire je pense que la question veut dire est-ce qu'il est viable économiquement? Oui, je pense que le Québec. Écoute, on a déjà fait un épisode là-dessus, je vais faire un recap. Un Québec tout seul, qui n'a plus de subvention, qui n'a plus de net, parce que le Québec est un net récipiendaire des autres provinces directement et indirectement. Donc, indirectement via des programmes fédéraux qui dépensent plus au Québec et directement via les transferts fédéraux. OK? Je ne sais pas pourquoi il y a encore un débat là-dessus. Là. Toujours ramener les mêmes affaires. On envoie tant de milliards, on nous en retourne juste tant. Mais ils vont arrêtez vos calculs à Saint-Saëns. Non, mais je me souviens, c'était tout le temps un truc que j'avais quand je dealais avec des péquistes. C'était toujours... Et là, c'est pas vrai qu'on est des dépendants nets si gros que ça. Puis là, il faut que tu prennes la péréquation nette, puis autre chose. Je suis comme. Puis par capita, puis par ci. Écoute, mais après ça, ce qu'ils vont dire, c'est les provinces maritimes en demandent plus que nous. Puis je suis comme, ouais, puis il n'y a personne qui dit le contraire.
C'est pas une affaire. Il y a toujours des espèces de Ouais, puis il n'y déflexions. a personne qui veut que le Québec devienne la Nouvelle-Écosse en passant. Oh oui, Encore moins l'îlot patate. oh oui, mais écoute, l'idée, c'est que les transferts fédéraux en général, je pense pas que c'est une bonne idée. Si le Québec devient souverain, puis on l'avait dit, il va être obligé de sabrer massivement dans les dépenses. Tu ne peux pas y aller autrement. À moins que tu dises que tu vas augmenter massivement les taxes, puis il n'y a pas vraiment de place pour ça au Québec. Je veux dire, le Québec est déjà un high-tax environment. Je veux dire, on est plus taxé que l'État le plus taxé aux États-Unis, puis c'est l'enfer fiscal de la Californie. Fait que, tu sais, tough luck. Tu n'as pas vraiment de place pour faire plus. Inévitablement, un Québec souverain devra couper à cause qu'il perd les transferts fédéraux. La générosité de nos programmes sociaux dépend des transferts fédéraux. C'est inévitable qu'il va devoir y avoir des réformes. Et pour avoir la liste de ce qu'on devrait couper, vous pouvez retourner quelques podcasts dans le passé où on avait examiné le budget. On le fait une fois par année. Ouais, on examine le budget, puis on fait la liste de tout ce qui peut être enlevé. Puis pour vrai, je pense que sans couper aucun service aux citoyens, on avait comme scrappé 45 milliards juste en regardant les subventions puis les ministères qui servent à pas trop grand-chose. Puis, toutes les choses qu'on pouvait dire clairement. Puis on avait décidé qu'on ne touchait pas santé et éducation. On ne faisait aucune réforme, aucun des deux. Puis le service de la dette, bien sûr, parce qu'on doit l'avoir tel quel. Le reste, on faisait juste... Écoute, on mettait Fitzgibbon au chômage, qui est probablement le seul type de chômage que je connais qui est socialement productif. Et ce qui est le pire en plus là-dedans, c'est que si tu lui enlevais ces deux ministères, ça occasionnerait probablement une rentrée de revenus pour l'État. Malade. Abolir le ministère du Développement économique, c'est probablement la mesure la plus intéressante que j'ai à proposer. Ça, puis Investissement Québec, puis toutes les espèces d'agences, comme ils disent aux États-Unis, le alphabet soup of administrative agency. Là, tous ceux qui mettent des belles lettres de l'alphabet partout, ceux-là, tu me les crises tout au vidange. Puis je te garantis qu'il va y avoir plus de croissance économique sans eux qu'avec eux. That's it. Next, Simon Labarre pour sa question, il dit au 1er juillet, je me suis fait insulter sur Twitter parce que j'ai dit que les Canadiens français ont choisi d'adhérer à la Confédération et qu'on en a bénéficié. Question, est-ce que ça a été un bon choix économiquement pour la province de Québec de s'y rejoindre? Je pense que oui, car c'était censé nous faire bénéficier d'un libre marché entre les provinces, mais que probablement mal géré par les politiciens. Entre parenthèses, j'ai adoré l'étude comparative des cantons et des seigneuries, entre autres. Ouais, moi, je ne suis pas d'accord que c'est un bon deal pour nous de joindre au Canada. Pour la simple et bonne raison que lorsque tu as eu le deal, c'est que nous, on enlevait aux anglophones des autres provinces le contrôle de l'éducation. Donc, l'éducation allait aux provinces, ce qui voulait dire que l'outil principal d'assimilation était rejeté par les anglophones. Et en échange, les Québécois, free traders, parce que les Québécois étaient beaucoup plus pro-libre-échange, étaient le groupe de colons en Amérique du Nord qui était le plus pro-libre-échange, devaient s'allier avec les protectionnistes de l'Ontario. Mais en faisant ce deal-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné le monopole de l'éducation à l'Église catholique. Ça n'aurait pas été un problème si ce qu'on avait laissé, c'était un marché de l'éducation. Mais non, en plus, on a donné le monopole à l'Église à toute fin pratique. Et le but, c'était de se servir de l'éducation pour résister l'assimilation culturelle, supposément résister l'accumulation culturelle. L'idée ici, c'est que c'était un choix, c'était les seuls choix qu'on avait. Mais si tu regardes les débats autour de la Confédération, il y avait d'autres options. Par exemple, juste une union douanière. Si une des choses qu'il fallait, c'était du libre-échange entre les provinces, donc l'axe Est-Ouest, une union douanière des colonies aurait été tout à fait possible. Il n'y a rien qui aurait empêché le Québec d'être un Dominion différent de l'Ontario et d'être son propre Dominion. Il y avait d'autres options qui étaient discutables, qui n'auraient pas nécessité un État central tel qu'il existe. Donc, Mais on dirait que j'ai de la misère à... Je comprends très bien le point, mais on dirait que j'ai de la misère à croire que les politiciens, les humains tels qu'ils sont, ne chercheront pas à recréer... parce que tu regardes l'Union européenne, tu te dis, à la base, c'est supposé d'être une union
de pays indépendants et libres avec un espace de libre-échange, tout ça. Puis là, plus ça va, plus tu as l'impression qu'en fait, il y a un gouvernement littéralement européen, il y a un Parlement européen, des élus, une bureaucratie à l'échelle européenne qui fait que finalement, tu te dis, ben, si le Canada, par exemple, ça n'avait été qu'une association, une alliance de territoires souverains avec, tu sais, en haut, on fait un genre de comité des provinces ou je ne sais pas trop, des comités des pays, ben, est-ce qu'au fil du temps, il ne se serait pas créé de facto un genre de gouvernement canadien qui ressemble à ce qu'on a aujourd'hui, comme on voit en Europe, là, finalement? On dirait que j'ai l'impression que ça finirait par aboutir à ça inévitablement. L'Union canadienne. Okay. Ouais, mais ça n'aurait pas été pareil. Ça aurait été. T'aurais eu. Je dis pas que tu as tort parce que on est vraiment dans du. On s'approche dangereusement du Monday morning quarterback. Là. Puis je suis pas fan de faire ça. Mais l'idée, c'est est-ce que le contrefactuel, c'est vraiment. Si j'essaie de discuter dans la question, c'est est-ce que le contrefactuel, c'est confédération, pas confédération? Il y avait d'autres choix qui étaient sur la table. Puis là, quand tu dis est-ce que c'était bien ou c'est mal, tu fais ce qu'on voit versus ce qui aurait pu être. Ben, tu t'imagines juste ce qui aurait pu être, pas d'autres de degrés différents. Puis mon point, c'est qu'on aurait pu avoir la majorité des bénéfices de la Confédération sans les coûts. Puis ça aurait été beaucoup mieux parce qu'au final, on a eu à gérer avec le protectionnisme. Puis le Québec s'est embarqué dans 100 ans de politique commerciale qui était plus protectionniste que ce que les électeurs québécois désiraient. Parce qu'il faut se rappeler, les Québécois votaient systématiquement pour des politiques plus ouvertes au commerce international. C'était uniquement quand les conservateurs ont réaligné la question sur l'idée de l'enfer est bleu, le ciel est rouge. Ben, c'était une question culturelle. C'était la première culture war au Canada. C'était que si c'était les libéraux, ben, on allait se faire assimiler. Mais tu sais, ça paraît encore aujourd'hui, quand tu sondes les. Quand tu fais des sondages pan-canadiens sur, par exemple, le privé en santé, puis certains trucs libéraux, c'est toujours le Québec où l'opinion est le plus favorable à ça, ou presque. Oui, puis. C'est étrange parce qu'en fait, on est comme dans la province la plus étatiste de la place, mais c'est l'endroit où les gens ont quand même une des méfiances les plus grandes envers les trucs du gouvernement. Peut-être parce qu'on se le tape à tous les jours. Là. Ah, c'est ça, oui. L'historien Jacques Rouillard dit qu'une des choses qui est les plus étranges au Québec, c'est c'est au Québec que tu trouves l'anti-étatisme le plus prononcé au Canada, en même temps que tu as l'État le plus gros. Parce que dans la culture catholique, l'État est l'ennemi d'une certaine manière, parce qu'il est vu comme l'agent d'assimilation. Fait qu'il y a toujours, dans la psyché québécoise, selon lui, je trouve qu'il exagère un peu, mais mettons au moins son argument de l'avant. Le constat de base est quand même bon. Son constat est que les Québécois ont dans leur psyché plus de réflexes anti-étatistes que autrement, c'est le cas. Le problème, c'est qu'ils ne discutent jamais des implications que ça devrait avoir. Puis pourquoi est-ce que malgré ça, on a un gros État? Je pense qu'il ne veut juste pas mettre ses doigts dans cette canne de thon-là. Mais je te dirais que la réponse vaguement, c'est autour de ça. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée. Je ne suis pas un fan de la Confédération, en fait. Un article que je suis en train de... Ça fait 3 ans que je travaille dessus puis que je l'améliore un peu. Ça, je l'appelle le Confederacy of Beggars. La Confédération, au début, c'est fondamentalement une entente de rent seekers. Les protectionnistes de l'Ontario qui échangent des rentes avec des politiciens québécois et pour les faire élire, promet l'éducation. Puis il faut se rappeler que les premiers vrais séparatistes au Canada, c'était la Nouvelle-Écosse, qui a demandé à quitter le Canada, ont été devant le Conseil supérieur, le Conseil privé en Angleterre, et le Conseil privé a dit non, vous restez avec eux. Mais eux, à la première élection, ils ont élu 11 des 12 députés anti-unionistes, c'est-à-dire séparatistes à l'époque, et ils ont juste été forcés de rester à l'intérieur du Canada. Puis la raison, c'est que les Maritimes disaient qu'ils ne voulaient pas embarquer. Les électeurs étaient contre, c'était vu comme un bargain corrompu. Que les votes avaient été achetés, que les politiciens avaient été achetés, il y avait un gros backlash anti-confédération. C'est seulement quand ils se sont fait dire par Londres, vous restez à bord, qu'ils sont restés à bord, puis que cette question-là est morte. Mais on oublie que
La première province qui aurait pu se séparer de toutes les provinces au Canada, c'était la nouvelle fucking Écosse. Incroyable. Vraiment. Écoute, je propose qu'on passe peut-être à la question sur les prisons, parce que je sais que tu voulais l'aborder, puis qu'on puisse le faire dans la première partie. J'essaie de... Ben, je sais pas si tu l'as sous les yeux. Non, je l'ai pas. Non. C'est laquelle? Parce que c'est ça, moi, je vois en descendant. Es-tu bien loin à travers? Non, elle est plus proche du top de la ouais. liste. C'était une des plus récentes. Écoute, je peux la retrouver. Un petit peu, je vais te trouver ça. Parce qu'il y a plusieurs questions, là, quand même. En attendant, faut quand même qu'on dise merci aux gens qui ont envoyé 62 questions. Ben C'est quand justement, même assez impressionnant, 62 questions. En attendant que Frank trouve, justement, il y avait Vicky Pat qui me faisait sur un commentaire qui disait « Je tenais à vous dire à quel point j'apprécie le podcast, surtout le segment trio économique. Je suis en train de finir mon cours de principe de macroéconomie cet été. Grâce à vous, j'ai une meilleure compréhension des interactions complexes entre les différents aspects de l'économie. Votre manière d'expliquer les sujets rend les choses beaucoup plus claires et engageantes. Merci pour ce travail incroyable et surtout, merci Vincent. Fun fact, mon prof continue de dire très bien, comme Patrice moi. » Très bien. C'est Serge, je l'ai. Serge Cloutier, je l'ai. Serge Cloutier, ouais. Est-ce que le système de prison privée aux États-Unis fonctionne? Et sinon, est-ce qu'un tel système peut fonctionner et comment? Non, puis c'est dur à savoir. La raison, c'est que quand tu fais la frontière entre ce que l'État devrait faire et ce que le marché, tu peux laisser au marché, il y a des cas que c'est très facile que tu devrais le laisser au marché et que l'État ne devrait pas s'en occuper, genre la vente de drogue, la vente d'alcool, genre même l'électricité, je pense que c'est très clair que c'est pas du tout, il n'y a pas un cas très fort de la part des étatistes sur ça. Les prisons, ça rentre pas mal dans la section où c'est plus facile à défendre. Ben, tout ce qui touche à l'aspect un peu répressif, là, je pense que c'est même Soro qui disait ça, là, la coercition. Ben, j'aime pas employer ces mots-là, mais vous comprenez que c'est à ça que ça fait référence pareil. Là. L'État est une meilleure coercition. Ben, la police, les prisons, plutôt tendance à penser que c'est une responsabilité où l'État... C'est ça, monopole de la violence légitime. Là. Ben, le problème, c'est que tu peux privatiser. Puis c'est là qu'il y a comme des paradoxes qui commencent à apparaître parce que là, tu rentres vraiment autour de la zone grise. Tu es comme dans l'épaisse frontière entre, ça devrait être clairement l'État, genre l'armée, je pense qu'il n'y a personne qui s'ostine, puis genre la SAQ, ben, tu as une zone grise très large entre les deux cas. Ouais. Puis là, tu peux avoir un peu plus de privé. Donc, par exemple, il n'y a aucune raison que on ne puisse pas embaucher des gardes d'une firme privée, mais que l'administration des prisons soit publique largement. Donc, ou même que les services de buanderie. Fait que tu peux avoir des sortes de sous-traitance. Donc là, ça, c'est un peu de privé dans la chose. Là, ça peut générer des économies. Mais le problème, quand tu essaies de privatiser plus les prisons, tu as besoin de ce qu'on fasse, ce qu'on appelle un monitoring. Tu as besoin d'établir. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est en train de déléguer une fonction de l'État. Tu dois établir c'est quoi qui est vendu. Et donc, c'est quoi que tu t'attends. Tu dois établir un contrat. Là, tu dis, tu dois avoir des tels objectifs à remplir. Mais comment tu fais pour mesurer l'objectif, genre, de gérer des criminels? Est-ce que ça devrait être la répression qui est valorisée ou c'est la réinsertion? Comment tu fais pour monitorer la réinsertion? Puis après ça, quand la personne quitte la prison, et puis dans le contrat, le enforcement est très difficile à faire de ça serait quoi les gages de qualité que tu veux avoir. Est tellement difficile à faire que, étrangement, pour bien faire la privatisation, il faut que tu aies un État hautement compétent. Puis il y a un autre paradoxe qui émerge, c'est que dans les sociétés où est-ce que l'État est, on va dire franchement, le Québec est pas, je pense qu'il est moins incompétent, disons, que le gouvernement du Brésil, bien, ici, ça serait difficile de faire une privatisation qui est meilleure qu'au Brésil. Excuse-moi, que les prisons privées au Québec, c'est difficile d'imaginer qu'elles seraient très meilleures que les prisons publiques. Par contre, étrangement, dans des États où la qualité de l'État est tellement médiocre, tellement médiocre, que c'est peut-être une bonne idée de privatiser. Fait qu'il y a des articles qui montrent que dans les pays développés, la privatisation, c'est pas super bon pour les gens. Puis j'ai envoyé comme une batterie d'études à Frank là-dessus. Dans les pays développés, ça n'a vraiment pas l'air d'être super bon. Par contre, il y a aussi plusieurs études qui montrent que dans les pays en voie de développement, où est-ce que l'État est largement incompétent,
les prisons privées sont meilleures que les prisons publiques. Parce que l'État est tellement incompétent. Fait que tu as comme une sorte de non-linéarité qui apparaît, où est-ce que c'est peut-être bon de privatiser si tes institutions sont de la merde. Puis tu vas avoir des meilleurs résultats dans ton univers du possible que si c'est dans un pays avec un État compétent. Là, privatiser, c'est plus difficile d'avoir des bons résultats, à moins que tu sois particulièrement compétent. Fait que là, c'est vraiment difficile comme zone, puis il y a plein de résultats dans la littérature qui clashent l'un avec l'autre. Mhm. Puis c'est dur d'arriver à une réponse. Par contre, la chose que personne ne veut poser comme question, c'est pourquoi est-ce que, genre, les États-Unis veulent privatiser certaines prisons? Pourquoi est-ce que l'État se dit, tu sais quoi, je vais céder cette mission? Il n'y a personne qui pose cette question-là, puis c'est une question immensément plus pertinente qu'autre chose. Parce que pourquoi l'État se céderait d'une mission? Ben, quand on regarde l'histoire de pourquoi les États vendent des prisons, souvent c'est parce que, ils ne sont pas capables de gérer le système de justice. Et ils sont tellement incompétents à gérer le système de justice qu'ils se retrouvent avec trop de demandes sur eux. Donc, ils disent, ben, on va continuer nos prisons publiques, mais on va déléguer maintenant des missions à d'autres parce qu'on n'est pas capable de gérer ce qu'on essaye de faire. Ça, tu vois que c'est généralement quand tu te mets à regarder, au lieu de dire juste la question, sans égard à pourquoi quelqu'un a privatisé, on va juste comparer public-privé. Ben, public a l'air meilleur, privé a l'air meilleur, c'est pas super certain. Mais là, ici, quand tu dis, ben là, on va tenir en compte pourquoi est-ce qu'un État privatise, ben, quand tu tiens compte de ça, la donne change beaucoup. C'est généralement les incompétents qui essayent de privatiser parce qu'ils ne sont pas capables de gérer les problèmes qu'eux-mêmes ont causés. Ou des fois, si ce n'est pas ça, des fois, c'est juste du rent-seeking pur et simple. Comme par exemple aux États-Unis, la première privatisation de prison, c'était en Louisiane dans les années 1840. L'État a vendu sa prison, son pénitencier, pour, et je ne niaise pas, à une manufacture privée de coton pour que les prisonniers fassent du tissu de coton. OK, ouais. Fait que là, t'es comme c'est un genre de cheap labor style. Là, ben oui, puis là, ce que l'État fait dans ce cas-ci, c'est qu'il se sert du fait qu'il a le monopole de la violence pour monétiser ce monopole-là. Donc là, tu dis, ben là, je vais avoir des revenus parce que j'ai vendu la prison. Après ça, les revenus, je peux m'en servir pour dépenser sur d'autres affaires. Ou je libère des dépenses que je peux mettre sur des dépenses électorales que les électeurs aiment mieux que ça. Et là, quand tu te mets à en tenir compte de ça, ben là, tu vois que la privatisation, l'État se délègue de ça pour justement réussir à faire des choses qui politiquement intéressent plus les acteurs. Il n'y a personne qui a essayé de dire OK, si on tient compte de pourquoi un État privatise, est-ce que les prisons privées sont meilleures? Il n'y a personne qui a posé ça comme question dans la littérature. Ouais. J'ai cherché pendant des heures quand j'ai vu la question de Serge. J'ai passé 1 heure à chercher. Il y a une série de mots-codes que, comme économiste, je sais qu'il faut que je cherche pour cette question-là. C'est endogénéité, c'est reverse causality, c'est conditional treatment. J'ai essayé tout ça, il n'y a rien. Il n'y a personne qui se pose la question. Si un État a décidé de privatiser, ben on va tenir compte des raisons de ça. Puis après ça, on va voir. Il faut qu'on le compare avec ceux qui sont aussi, disons, qui ont les mêmes situations, mais qui n'ont pas privatisé. Bien ça, il n'y a personne qui l'a fait. Il n'y a personne qui a réussi à faire ça parce que les données ne sont pas super bonnes pour faire ces tests-là. Ouais. C'est une bonne idée de recherche pour quelqu'un qui est passionné par ce truc-là. Puis ça revient un peu au paradoxe que tu soulignais l'autre fois que pour qu'une libéralisation ou une privatisation fonctionne bien, ben, ça prend un minimum de compétences de la part de l'État qui est en place. Puis malheureusement, souvent, les États attendent d'être acculés au pied du mur. Comme tu dis, mettons la prison, le système carcéral est hors de contrôle, tout ça. Pour essayer d'acheter du temps ou pour régler un problème, on vend, mettons, la prison à un privé. Ben, c'est un peu comme, moi, je compare ça à quelqu'un, à quand tu veux t'acheter une maison. Est-ce que les plus belles maisons, les mieux entretenues, sont celles qui sont vendues sur reprise de finances? Ben, en général, la reprise de finances, il y a des problèmes parce que la personne ne pouvait plus payer, donc la maison a des problèmes structurels qui n'ont jamais été adressés, tout ça. Ben, c'est un peu pareil. On peut penser que l'État qui vend en catastrophe une prison ou tout autre type de biens mobiliers ou
ou immobiliers, ben, on peut penser qu'ils ne seront peut-être pas en super condition. On peut penser que c'est pas comme si l'entreprise qui vient de l'acheter achète quelque chose de très fonctionnel. On peut penser. Fait que, tu sais, là, ça doit être dur d'évaluer l'impact de. Après, c'est facile de regarder ça et de dire ah, mais après, ça a été privatisé puis c'était pas mieux. Ouais, mais des fois, tu pars avec tellement quelque chose de dysfonctionnel que le problème, en fait, le problème, c'est que c'était même pas sauvable. Oui, ben, dans ce cas-là, il faut que tu compares avec un autre qui était équivalent dysfonctionnel avant. Mais c'est ça, mais aussi, tu sais, puis là, quand on dit, puis je veux juste clarifier une chose, quand on dit que la privatisation peut mieux marcher si l'État est compétent, ce que je veux dire, c'est que le gain absolu est plus important, pas le gain relatif à l'État. Parce que des fois, c'est possible que, disons, privatiser l'électricité, disons, au Brésil versus ici, probablement qu'ici, à cause de la qualité des autres institutions, les gains de la privatisation sont beaucoup plus massifs. Au Brésil, les gains de la privatisation seraient beaucoup plus petits parce que les autres institutions sont de la merde. Mais l'État est aussi tellement de la merde à faire de l'électricité que même si cette privatisation-là n'est pas un aussi gros gain, ben elle est quand même un gain parce qu'il était aussi incompétent dans l'autre. Parce que quand nous, on dit, quand il faut que tu prépares la privatisation comme il faut, que c'est bon d'avoir un bon État pour privatiser, c'est pour faire le gain absolu en termes d'extra bien-être que les gens ont. C'est mieux d'avoir des bonnes... Ça se fait dans des places où il y a des bonnes institutions. C'est un gouvernement de merde. Une privatisation, ça va être difficile d'avoir des gros résultats, même si en soi, elle pourrait être bonne. Oui, parce que les conditions dans lesquelles ça se fait, là, au Québec, mettons que le gouvernement retrouvait une paire de testicules quelque part et se disait, ben savez-vous quoi, c'était pas une super bonne idée de créer des monopoles d'État pour vendre du cannabis. Fait qu'on décide au lieu de le démanteler puis de libéraliser le marché puis de permettre à des joueurs d'en vendre, ils décident de privatiser carrément le monopole. Ben là, imagine, toi, tu arrives avec ça, tu as une entreprise, tu ramasses ce truc-là, les employés sont en grève depuis je ne sais pas combien de mois, il y a des stickers partout dans les fenêtres. Les prix qui ont été fixés sont au-dessus du marché, donc du marché noir. Donc, tu n'es comme absolument pas compétitif avec des gens qui achètent ça sur Internet. Il y a une période d'adaptation. Ça a bien beau dire que c'est une entreprise privée avec des actionnaires et du monde qui vont réfléchir à comment maximiser tout ça. C'est pas comme si tu obtenais c'est un peu un cadeau de grec, d'une certaine manière. Ouais. Ça peut pas nécessairement être une réussite. Là, en tout cas, ça pourrait même être une réussite très modeste, dans le sens que on est better off de l'avoir fait, mais tu sais, genre, pas tant que ça, là. Pas autant que ça aurait pu l'être si on avait fait, si on était dans un meilleur environnement ou si on avait fait une libéralisation en plus, mettons, quelque chose comme ça. Next. Il y avait une question, moi, que je voulais prendre aussi, parce qu'on se l'a fait poser souvent, puis c'était, écoute, je l'ai ici, c'était Rick Rankin. Quoi répondre aux étatistes quand ils utilisent l'exemple d'une bonne intervention gouvernementale dans le marché de l'Union européenne qui force Apple à délaisser le câble Lightning? Ça, là, les gens, ça, c'est la position que la standardisation forcée, c'est une des pires choses que tu peux faire pour l'innovation. Et puis, je peux-tu rappeler le truc de tantôt que j'ai dit sur l'obsolescence programmée? Savez-vous quelle quantité de milliers et de centaines de milliers de câbles ont été mis aux poubelles à cause de ça? Ouais, mais il y a ça aussi. C'est juste d'un point de vue pollution, je ne suis pas sûr que c'est une si bonne mesure là, qui a été introduite. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, OK, fait de forcer tout le monde d'avoir le même type de câble, là, parce qu'il y a l'intervention de l'Union européenne dont il parle, que tu as un câble unique pour tout le monde, ça va probablement améliorer les choses pour les consommateurs sur ce marché-là. Le problème, c'est que ça va réduire l'innovation dans tous les autres secteurs si c'est vu comme un signe de violation potentielle des droits de propriété. Je m'explique. Quand tu innoves pour un produit, tu ne peux pas innover seulement pour 1 ou 2% des parts de marché. Ce que tu veux, c'est être disruptif. Fait que si je pourrais inventer un nouveau téléphone, il faut que je trouve une manière que les gens ne peuvent pas me copier facilement de 1, mais aussi que mes consommateurs, une fois qu'ils ont acheté mon produit, restent avec moi. Là, c'est vu que les méchantes compagnies sont méchantes. Ils font en sorte qu'une fois que je l'ai acheté, je ne peux pas changer facilement. Oui, mais c'est à cause que
il mettait ces frictions-là que l'innovation s'est produite pour commencer. Comme ça, il pouvait récupérer l'investissement initial gigantesque de développer la nouvelle technologie. Étrangement, ces frictions-là font que le système marche mieux, que tu as plus d'innovation. Fait que si tu fais en sorte que maintenant, tu ne peux plus garder les consommateurs, tu ne peux plus créer ces frictions-là, ben, tu es en train, puis que les gens les entrepreneurs privés comprennent ça, que l'État va arriver puis qu'il va leur enlever cette manière-là de rentabiliser l'innovation, ben, ils en feront moins d'innovation pour commencer. Fait que pour le marché Apple, ça va probablement être bon pour les consommateurs. Leurs dépenses vont pouvoir baisser. Ils vont avoir une taille unique. Ça va être super bon pour eux. Mais ça va réduire l'innovation si les marchés interprètent ça comme une première brèche dans les droits de propriété, que l'État se donne un droit de regard sur la manière dont je dois formater mon produit pour faire un profit. Puis si tu es inquiet parce que les compagnies me gardent prisonnier, ouais, mais la game, c'est qu'il va y avoir un autre innovateur qui va arriver dans la prochaine période, que si justement, tu sais, que tu n'es pas content puis que tu ne peux juste pas shifter, il suffit que tu remplaces le produit. Exemple classique, BlackBerry. BlackBerry avait plein de mécanismes qui faisaient en sorte que c'était difficile pour les gens de shifter vers d'autres produits. Donc, ils avaient 60-70% des parts de marché jusqu'à ce qu'un autre produit rende complètement caduque l'iPhone. Puis là, tu es passé de le BlackBerry, tu es passé de 70% Research and Motion à 70% Apple. Puis tu vas avoir un autre chiffre comme ça éventuellement. Puis c'est pour ça que tu as des cycles de compagnies dominantes, parce que tu as des innovations qui tuent le joueur et le joueur incumbent. Mais il a fait une grosse pièce à cause d'une innovation temporaire bénéfique. Imagine, Vincent, que quand il y avait BlackBerry, tu avais une loi du gouvernement ou de l'Union européenne, ou appelez ça comme vous voulez, tu avais une loi dans un endroit comme ça où il avait dit hey, là, c'est tannant, là, il y a des flip phones, il y a des téléphones avec des touches, d'autres avec des écrans. Là, maintenant, il faut standardiser ça. Tout le monde va avoir des boutons sur lesquels on pèse pour écrire. Ouais, après, tu es comme Apple, tu arrives avec ton touchscreen, avec la fin des claviers et tout ça. Tu fais quoi? Parce que là, c'est ça l'affaire. Là. Ça a l'air bien beau de dire que tout le monde va être en USB-C. Mais si vous vous rappelez de la technologie, là, les premiers câbles USB, c'était des espèces de trucs ça de large avec des tout petits morceaux. Ensuite, tu as eu les plus gros câbles, les A, je pense. Ensuite, ben là, éventuellement, bon, je ne ferai pas de la nomenclature, mais tu as eu les C. Puis, Apple était avec ses trucs Thunderbolt, là, la prise Lightning. Là. Mais c'est parce qu'éventuellement, il y a un autre business qui va arriver avec un nouveau type qui serait arrivé avec un nouveau type de câble qui charge plus rapidement, qui chauffe moins, qui coûte moins cher. Là, c'est quoi? C'est illégal, ce truc-là? Tu peux pas arriver avec ça? Ben écoute, t'en veux-tu un autre exemple de compagnies qui font ça? Tous les logiciels que tu utilises. Pourquoi tu ne peux pas lire certains fichiers dans d'autres logiciels? Fait que si j'ai un fichier de données dans un software particulier, je ne peux pas les lire dans d'autres softwares. Ouais, tu ne peux pas ouvrir un PowerPoint dans un logiciel, dans un autre, dans une suite de logiciels qui n'est pas Office, mettons. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ben parce que c'est long de développer un logiciel, c'est difficile, il y a un gros investissement que tu dois faire. Fait que ce que tu veux faire, c'est que tu ne veux pas que les gens puissent juste dire ben, je vais prendre toutes les features que tu as faites vraiment cool, puis je vais aller au software qui est une copie cheap en ligne à 2 cents, mais que le gars n'a pas réussi à copier quelque chose. Peu importe. Tu le décourages d'innover pour commencer s'il sait que les clients peuvent s'en aller comme ça. Il y a un grand économiste, Harold Demsetz, qui disait la quantité optimale de barrières à l'entrée n'est jamais zéro. Parce que tu veux certaines frictions, parce que ces frictions-là, étrangement, font fonctionner le système en générant plus d'innovation. Avoir un système qui est statiquement parfait, qui a genre aucun truc comme ça, là, c'est bon juste pour 3 secondes. Okay? Fait que dans le moment présent, tu vas être peut-être 2-3% plus riche. Mais tu vas t'embarquer sur une croissance économique qui est massivement plus modeste que ce que tu aurais eu autrement parce que tu vas être bloqué l'incitation à innover. Fait que c'est pour ça que un des gars qui a gagné le prix Nobel, Paul Romer, il dit que c'est possible d'avoir des systèmes qui sont statiquement inefficaces, mais dynamiquement efficaces. Et c'est ce que je viens de décrire.
Mais moi, cette question-là, je trouve, c'est ce qu'on pose jamais comme question là-dedans, c'est, tu sais, le consommateur, là, quand il fait ses achats, là, il pose un choix. Tu sais, si pour toi, tu trouves que c'est un inconvénient dérangeant d'aller vers des produits Apple, par exemple, parce qu'ils ont des fils différents des autres produits que tu as. Tu te dis, ben moi, j'ai déjà une tablette en USB-C, je veux un téléphone qui se charge en USB-C, je ne veux pas 2 prises avec 2 trucs. Ben, tu vas poser le geste d'aller toi-même acheter ces produits-là. Moi, cet inconvénient-là, j'ai jugé qu'il était inférieur à la qualité du produit que je voulais avoir pour toutes sortes de raisons. C'est un choix que pourquoi, en fait, on a besoin de loi pour bypasser le choix des consommateurs? Parce qu'il y a plein d'autres trucs comme ça. Là, Apple a aussi un store d'applications qui est différent de celui de Google et des autres appareils Android. Je n'ai pas accès aux mêmes applications et vice-versa. Puis je ne veux pas qu'il y ait une loi du gouvernement qui dit que ben là, si Netflix développe son application, elle doit être absolument pareille sur un appareil Apple que sur un appareil Android. Qu'est-ce que vous faites là dans le. J'ai la misère à. Je comprends le côté, c'est comme, c'est de la politique, tout ça, là, mais d'un point de vue. Empêchez pas la compagnie de se planter, s'il vous plaît. Ben, c'est ça. Si la compagnie fait ce choix-là, puis c'est un mauvais choix, ça va faire comme BlackBerry. Oui, ben, Joey, il a bien dit ça, puis on peut aller dans le Patreon, rappelez-vous de vous abonner. C'est que la compagnie peut se planter. Si la compagnie n'est pas capable de générer assez de valeur pour les consommateurs avec l'innovation, après, disons qu'ils font l'innovation, on est tous contents, puis là, c'est un piège à homard, puis on se fait fourrer. Ben, le piège à homard, si on se fait fourrer, c'est en train d'envoyer un gros signal au prochain innovateur de dire check, ce client-là, là, il est crissement fâché. Fait que si tu réussis à le convaincre avec ton produit de changer complètement, right, tu peux le libérer de la cage à homard, ben, tout le monde va sortir, puis le gars qui est en place maintenant, lui, il va disparaître, perdre tout son profit. Les innovateurs présents le savent et eux-mêmes continuent d'innover pour garder les concurrents potentiels en garde, mais en même temps, ils savent très bien qu'ils peuvent mourir du jour au lendemain. Kodak a vécu ça face à Polaroid. Voyons, BlackBerry a subi ça face à Apple. ICQ a vécu ça face à MSN Messenger. Il faut que tu innoves constamment. Puis si tu arrêtes d'innover, ben, tu envoies un signal aux gens de shifter massivement. Carrément. Ben, écoutez, chers auditeurs, on s'en va vers Patreon et nous répondrons à d'autres questions. Rappelez-vous de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. On va répondre à d'autres questions. J'ai envie qu'on commence dans quelques instants. Mais il y a une question qui a été posée, puis avant qu'on y aille, il faut qu'on dise oui, les gens de l'IRIS sont largement incompétents. Oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas dit avant 1h02. Ça méritait d'être répondu très rapidement comme ça. Non, mais je pense qu'on va y aller dans le Patreon avec une première question légère. Celle-là, c'est l'auditeur Nelson qui le dit lui-même. Question légère, estivale. Vous souvenez-vous en l'honneur de qui ou de quoi vous avez nommé le podcast le trio économique? Donc, ce sera répondu dans le Patreon. Moi, je m'en souviens vu que c'était mon idée. OK, moi, je ne sais même pas. Fait que, allons dans le Patreon. C'est bon. Fait qu'on va aller apprendre des trucs dans le Patreon.